Bonjour et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo sur la formation des bases de l'Ayurveda. Je suis Rita de la chaîne Ayurnature et j'ai décidé de créer cette formation qui est complètement libre, gratuite et accessible à tous de façon facile pour que vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce que c'est l'Ayurveda et l'appliquer concrètement dans vos vies. Que vous soyez thérapeute déjà, si vous êtes diététicien, naturopathe, kinésiologue ou que vous fassiez un autre métier mais que vous voulez inclure un petit peu l'Ayurveda dans votre pratique, ou que vous soyez une personne normale qui n'exerce pas forcément comme thérapeute mais qui veut vraiment comprendre l'Ayurveda exactement comme elle est, cette formation elle est pour vous. Donc cette formation elle a été conçue pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'Ayurveda concrètement et pour enlever beaucoup de malentendus qu'on a aujourd'hui en Occident sur ce que c'est cette médecine traditionnelle. Ok? Et voilà, c'est parti. Alors avant de commencer cette formation, je voulais vous dire comment il est important de la suivre. Donc souvent quand on regarde des choses comme ça sur internet, on a tendance à suivre une formation et à faire la cuisine, ou faire autre chose en même temps, ou et lire quelque chose à côté en même temps qu'on fait cette formation. Donc là, j'aimerais vraiment vous demander de vous poser, de prendre une feuille, un stylo et vraiment de vous poser pour suivre cette formation. C'est pas parce que c'est une formation gratuite que le contenu n'est pas intéressant. Au contraire, vous allez voir que cette formation elle a beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu qu'on voit dans la plupart des écoles de façon qui est payante. Donc là, je vous donne vraiment quelque chose qui est, c'est vraiment du don. C'est vraiment quelque chose qui est bien fait. Je l'ai vraiment structuré d'une façon que ce soit facile et praticable pour vous dans votre quotidien. Certains contenus que je vais vous transmettre maintenant de façon gratuite, je les ai déjà vendus auparavant, donc ça a été payant auparavant. Donc vraiment, pour vous, mais aussi pour honorer un petit peu le travail que je fais, je vous demande vraiment de vous poser pour honorer cette formation. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Aussi, d'essayer de libérer votre mental. Donc, si vous êtes thérapeute déjà dans si vous avez une autre pratique, des fois, il y a des choses quand on apprend l'Ayurveda, ou autre chose d'ailleurs, il peut y avoir, on essaie de faire des liens. Donc, certains de mes élèves, ils disent ça. Je suis en train de suivre cette formation, mais j'essaie de faire un lien avec une pratique que j'ai auparavant. Et des fois, on arrive à faire ces liens, des fois, on n'arrive pas. Et en fait, pour réussir à faire des liens plus ou moins entre différentes médecines ou différentes thérapies, il faut qu'on apprenne une première thérapie à fond, qu'on apprenne une autre thérapie à fond et qu'après, on puisse faire certains liens en sachant qu'ils ne sont jamais des liens qui sont à 100% sûr et qu'on ne puisse pas bouger. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est que, par exemple, entre l'Ayurveda et la médecine chinoise, entre l'Ayurveda et la naturopathie, entre l'Ayurveda et l'allopathie, on va pouvoir faire des liens. Je vous donne un exemple. La fièvre, Jwara, c'est une maladie qui est décrite par les textes ayurvédiques et qui est souvent traduite par la fièvre. Mais Jwara et la fièvre, c'est pas exactement la même chose. Il y a beaucoup de caractéristiques, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir assimiler et c'est pour ça que très souvent on traduit Jwara par fièvre, mais dans certains contextes, la fièvre elle va avoir un impact qui est différent de celui de la personne, alors que Jwara ne va pas l'avoir. Et Jwara il va inclure les fièvres qu'on a en allopathie, mais il va inclure aussi d'autres choses. Okay? Donc il y a des liens qu'on peut établir entre l'Ayurveda et quoi que ce soit l'autre chose que vous pratiquez, mais ces liens, ils doivent être un peu perméables, ok? On ne doit pas essayer de rester coincé sur une idée qu'on a et de dire ah mais c'est comme ça, donc là on peut établir un lien, mais juste après on voit que ce lien il tient pas la route, ok? Donc la première chose que je voudrais vous demander pour suivre cette formation en ligne, c'est donc de vous poser, d'avoir un papier, un stylo pour prendre des notes, mais aussi de le prendre d'avoir une capacité d'ouverture pour recevoir l'information qui va vous être transmise.
Ok, vous n'allez pas oublier toutes les choses que vous savez sur ce que vous faites, sur votre thérapie, mais essayez d'être dans un plan d'ouverture, ok, pour accueillir les informations que je vais maintenant vous transmettre. Ok, voilà, ça c'est les deux choses principales que je voudrais vous transmettre pour que vous puissiez suivre bien cette formation. Et maintenant, comment elle va se passer? Elle va se passer sous forme de différentes vidéos qui vont s'enchaîner. Donc chaque semaine, je vais publier une vidéo différente et ça va durer environ 2 mois. Ok, donc vous allez voir plein d'informations différentes. Les vidéos, elles ne vont pas avoir toutes les mêmes tailles. Donc des fois, vous allez avoir des vidéos de 20 minutes, des fois même parfois demi-heure. Des fois, vous allez avoir des vidéos de 5 minutes. Pourquoi? Parce que le contenu que je veux vous transmettre, il faut il doit être assimilé pendant un certain temps. Donc il y a des contenus, j'ai voulu séparer la formation par des contenus qui sont pertinents. Okay, donc des fois j'ai besoin de plus de temps pour expliquer telle ou telle chose, des fois j'ai besoin de moins de temps, mais en tout cas vous avez aussi besoin d'assimiler toute l'information que je vous transmets. Ok, et donc c'est pour ça que je vais publier une vidéo par semaine et après ça sera tout disponible sur une playlist que j'appellerai formation sur les bases de l'Ayurveda. Ok, donc là, je vais vous laisser avec une vidéo de formation, justement, que j'ai fait en présentiel, qui a été payante, elle aussi. Et donc, j'ai demandé aux intervenants s'ils étaient d'accord pour que je la publie gratuitement. Et donc, heureusement, tout le monde était d'accord. Et donc, je vais vous laisser avec cette première session de replay de formation, je ne sais pas ce qu'on peut dire comme ça, où on va commencer sur qu'est-ce que c'est l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est les Védas, qu'est-ce qui nous est transmis dans les Védas et qu'est-ce qu'est l'Ayurveda par rapport aux Védas, parce qu'il y a beaucoup de malentendus là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Ayurveda elle est en Veda, que cette transmission, elle est venue, voilà, que l'Ayurveda est la connaissance la plus ancienne alors qu'elle vient dans un paquet de connaissances en fait. Et après, je vais aussi vous parler un petit peu de ce que c'est le Samkhya. Le Samkhya, c'est donc un système d'énumération qui explique la création de l'univers. Et c'est une connaissance qui vient justement des Védas et qui nous permet de comprendre l'Ayurveda et de l'appliquer vraiment. Si on n'a pas la connaissance du Samkhya, il y a beaucoup de choses qu'on peut rater de l'Ayurveda. Croire qu'on peut faire une Ayurveda qui est plutôt mécanique, qui est presque proche de l'allopathie, la scientifiser un peu trop, je ne sais pas si ça peut exister ce mot en français, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent pratiquer une Ayurveda en disant ok c'est une médecine traditionnelle mais je vais enlever tout ce qui est la partie spirituelle et je vais appliquer ce qui est le concret, ce qui est du corps humain. Et en fait ça c'est pas possible et vous allez comprendre ça avec la leçon d'aujourd'hui, cette première leçon. Ok, donc voilà, on va voir qu'est-ce que c'est l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est les Védas, le Samkhya et on va partir de quelque chose qui est de très subtil et on va aller vers quelque chose de plus en plus concret. Ok, je vous dis à tout de suite de l'autre côté avec la vidéo. En Ayurveda, on va voir ce qu'on appelle la Brihat Triad. Donc c'est la triade majeure. On a 3 ouvrages de référence qui sont intégralement en sanskrit, la Charaka Samhita, le Sushruta Samhita et l'Ashtanga Hridayam. La Charaka Samhita c'est le plus ancien. Donc ce n'est pas un ouvrage écrit par une personne, c'est un dialogue de maître à disciple en fait. Et du coup, c'est Agnivesh qui est le disciple d'un gourou qui s'appelle Latreya Purnavas. Donc, le Charaka Samhita, c'est tout un tas d'histoires, de dialogues qui se passent entre les grands sages du monde à l'époque. Okay, donc, ils se réunissaient et ils discutaient des thèmes. Donc, en fait, la Charaka Samhita, elle ne donne pas des solutions. On pense que l'Ayurveda, il dit comme ça, on décide on découvre quel est notre dosha de base et après, on va avoir une alimentation en fonction de ça.
mais c'est pas ça. Parce que en fait, ce qu'on comprend, juste en lisant la Charaka Samhita, c'est que le monde, il est toujours bougeant. Et donc, on a toujours besoin d'avoir un caractère un peu critique, un peu scientifique, un peu comme se fait avec les études scientifiques aujourd'hui, de toujours critiquer ce qui est fait et donc de réunir différentes personnes qui ont des connaissances pour mettre les choses en face et de comprendre. Donc, il faut que je donne un exemple, peut-être pour que ça soit plus concret. Alors, on veut savoir comment est-ce qu'on détermine quels sont les gunas, les caractéristiques de ce verre. Donc, on voit qu'il est dur, on voit qu'il est blanc, on va voir différentes caractéristiques. Et puis, on a un sage qui vient et qui dit « Non, mais réfléchissez. On sait aujourd'hui que toute substance est constituée de plein d'atomes. Donc en fait, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup d'espace dans cette tasse aussi. Et donc il y a autre sage qui va dire autre chose. Et donc la Charaka Samhita, c'est comme ça. À chaque fois, c'est un sage qui vient dire une chose. Ça part toujours d'une question de Agnivesha, qui est le disciple. Il pose une question et du coup, soit Trayapurnavas, le grand gourou, il répond, soit il dit, ça c'est une thématique plus profonde, il faut qu'on appelle d'autres personnes pour discuter. Et donc c'est toujours comme ça, on discute, et puis parfois ils se chamaillent même, et à la fin c'est toujours Trayapurnavas qui vient dire, voilà, vous pensez ci, vous pensez ça, et il va un petit peu harmoniser la chose et donner une réponse qui n'est pas forcément une réponse définitive. Okay? En tout cas, ce qui est transmis dans ce texte, ce qui vient vraiment de profond, c'est qu'on va essayer d'équilibrer l'être humain. Donc, c'est deux choses qu'on va apprendre pour nous équilibrer autant dans notre physique que dans notre psyché. Okay? Donc, cette phrase-là, à chaque fois, elle est traduite à peu près comme ça. Après, il y a une autre notion de base, et ça, déjà, ça va dépendre de l'interprétation de chaque personne, c'est que l'Ayurveda, c'est un Upaveda, c'est-à-dire c'est un sous-Veda, c'est un sous-texte, une sous-branche des 4 Védas principaux. Et les 4 Védas, c'est quoi? C'est des informations qui nous sont données sur tout ce qui existe. Okay? Donc, il existe 4 Védas, donc 4 ensembles de connaissances, surtout, sur la spiritualité, sur les arts de guerre, sur la cuisine surtout. Et en fait, chacun de ces Védas, il va se proposer de donner une réponse aux choses qu'on ne peut pas avoir de nous-mêmes. L'être humain, il a plusieurs façons de comprendre la réalité. Une façon, c'est par la compréhension directe, à travers nos organes de sens. Donc, si on voit quelque chose, si on ressent quelque chose par notre nez, si on entend quelque chose. Mais donc, c'est la façon dont on a pour comprendre la réalité. C'est une façon qui est déjà un peu perturbée. C'est déjà une vision qui n'est pas complètement réelle de la réalité, parce que déjà, par exemple, Françoise et Marie, vous avez des lunettes, moi aussi j'ai des lentilles, donc déjà, notre vue, elle est perturbée. Et même si notre vue était parfaite, c'est une perception qui est limitée. Okay? Mais c'est une des façons qu'on a pour comprendre la réalité. Et l'autre façon, c'est que quelqu'un nous transmette quelque chose et on a appris l'information par nos parents, par nos professeurs, etc. Okay? Si on n'a pas l'information par ces deux moyens, il y a des choses qui seraient intéressantes de savoir, mais qu'on ne peut pas voir par expérience directe ou parce que quelqu'un nous a dit. Donc ça, c'est ce qu'ils font les Védas. Les Védas, ils nous transmettent cette information. Dans la légende, on dit que c'est les Rishis, donc les grands sages indiens de l'Inde ancienne, qui ont eu toute cette information par science infuse. Et dans la Charaka Samhita et aussi dans la Ashtanga Hridayam, c'est bien décrit quel est tout le processus en fait.
c'est que les êtres humains, justement les sages, ils se sont réunis et du coup, ils ont décidé d'aller chercher l'information auprès des dieux. Donc c'est une histoire racontée un petit peu de façon romancée. Donc ils vont auprès du sage et après ils vont chercher un élément, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui était mi-homme, mi-dieu. Et c'est lui qui va donc aux dieux chercher l'information et puis les transmettre. Et c'est comme ça qu'on a eu toute cette connaissance de l'Ayurveda. Dans les textes, c'est que sur l'Ayurveda. Mais les Védas, c'est ça qui se propose, c'est répondre à ces choses auxquelles on n'a pas de réponse. Donc dans les Védas, par exemple, on a le Samkhya. Le Samkhya, c'est quelque chose qu'on apprend en Ayurveda, qu'on apprend aussi au yoga. Et c'est un système d'énumération. Vous savez que tout ce que je vous dis là, c'est là. Et si vous voulez, je peux même vous envoyer les PDF. Hein. Mais vous pouvez prendre des notes, hein, si vous voulez. C'est juste que vous n'êtes pas obligé. Du coup, le Samkhya, c'est un système d'énumération qui nous explique la création de l'univers. Donc, il nous explique qu'on part de quelque chose qui est complètement éthérique. On part de Purusha. Purusha, c'est tout ce qui existe. Il y a l'unicité, donc tout ce qui existe, c'est là-dedans. Tout ce qui n'existe pas, c'est pas là. Donc Purusha, c'est la pureté, la lumière, tout. Et après, ça commence à se diviser. Donc le deuxième, ça va être ce qu'on appelle le Prakriti, qui n'est pas la Prakriti de notre constitution de base, c'est autre chose. Et donc là, on a la dualité. Et c'est grâce à ça que du coup, Purusha, en se divisant, il va pouvoir se comprendre lui-même, parce qu'il ne se comprend pas, vu qu'il n'existe que lui. Donc il se divise en plein de versions différentes jusqu'à arriver à Ahamkara. Ahamkara, c'est une perception individuelle de l'être. Donc c'est un peu, on est toujours Purusha, donc on est toujours des êtres qui sont universels et tout ça, mais on a une certaine sensation d'individualisation, individualité. Du coup, moi je suis Rita, il y a Françoise, il y a Sandy, voilà. Donc on est tous différents. Mais si on comprend le Samkhya, on comprend qu'on est tous liés quand même. Okay? Donc il y a cette Ahamkara, il est fondamental pour la vie aujourd'hui parce que c'est ça qui nous permet de dire moi je suis moi et je suis différente de l'autre et ça nous permet la diversité de plantes, d'animaux, d'êtres humains. Ça nous permet une diversité qui est énorme. Mais voilà, mais le risque c'est qu'on oublie un petit peu qu'on est cet ensemble et que du coup on risque d'être un petit peu triste pour ça et il y a plein de problèmes pour l'être humain parce qu'on a oublié un petit peu ça. Okay. Et après, ça continue à se passer, le Samkhya, jusqu'à arriver aux 5 éléments, qui est donc ce qu'on parle beaucoup en Ayurveda. On commence par tout ce qui est plus éthérique, merci. Donc on parle d'éther au espace, après on va faire l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc on part du plus subtil vers le plus concret. Et donc c'est les 5 éléments-là, une fois qu'ils se manifestent, ça c'est notre monde. Donc ça c'est une transmission qui nous vient du Samkhya, et le Samkhya il vient des Védas et pas de l'Ayurveda. Mais comme l'Ayurveda elle est issue des Védas, ben, sans ça on ne peut pas le comprendre. Okay. Donc, moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé en détail aujourd'hui, le Samkhya, parce que ce n'est pas forcément notre but et qu'on a peu de temps, là en 2 jours pour faire ça. Mais l'idée c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de sens à faire une nutrition si on ne prend pas en compte aussi la psyché et aussi toutes ces choses-là. Ok ? Donc, je vous disais qu'on connaît beaucoup les massages, bon, parce que c'est la première chose qui est venue en Occident, de l'Ayurveda. On connaît beaucoup la nutrition, c'est notre thème. Et on connaît beaucoup aussi, on parle beaucoup de Dinacharya. La Dinacharya, quand on connaît les textes, ce qu'on voit dans la Dinacharya, c'est il faut faire le massage à l'huile, le verre d'eau chaude et tout ça. Mais dans la Dinacharya, c'est décrit dans les textes, notamment dans l'Ashtanga Hridayam, qu'il y a toute une partie de la Dinacharya qui est plus de l'ordre de la morale ou de la relation avec l'autre. Par exemple, c'est décrit dans l'Ashtanga Hridayam que nos amis, il faut les soigner.
il faut s'en occuper d'eux. En fait, l'idée de cette science, c'est pour être heureux, pour être en santé, et le but, c'est d'être heureux. Donc, dans la Dinacharya, il y a tout un tas de règles qui est, voilà, soigner ses amis, ne pas dire du mal du gouvernement, par exemple. Si on est plein là-dedans, là, maintenant. Si on n'est pas en accord avec ce que le gouvernement fait, on ne doit pas forcément le dire. Parce que, pourquoi? C'est pas qu'on doit être de moto, mais c'est que si on vise à être heureux, on va avoir des problèmes. Donc, si on veut ne pas avoir des problèmes, que notre vie elle se passe bien, on ne doit pas dire mal du gouvernement. Si on fait quelque chose qui est... bon, à l'époque, ce n'était pas du gouvernement, c'était des royaumes. Donc, c'est écrit sous forme de royaume. Mais il nous donne plein de règles comme ça. Genre, nos amis, il faut les garder près. Nos ennemis, il faut les garder de loin, mais il ne faut pas dire mal d'eux non plus. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont des choses que peut-être que nos parents pourraient même nous dire. Mais ça fait partie de la Dinacharya. Donc, la Dinacharya, c'est les choses qu'on doit faire tous les jours pour rester en bonne santé, pour être heureux. Ok? Voilà, donc ça faisait partie de mon énorme introduction. Donc on a la Charaka Samhita, la Sushruta Samhita et la l'Ashtanga-hridayam dans la triade majeure. La Charaka Samhita, c'est un traité de médecine. La Sushruta Samhita, c'est un traité de chirurgie, que je connais beaucoup moins bien, parce que c'est pas mon truc. Et il y a la l'Ashtanga-hridayam qui est le plus récent de tous. Il vient plusieurs centaines d'années plus tard, mais en fait, il est complètement écrit en poésie. Donc, en fait, c'est le premier traité qui est étudié par les étudiants à l'université en Inde parce que c'est le plus facile. Et donc, il dit les choses plus résumées. Et même dans l'Ashtanga-hridayam, c'est écrit qu'il est ni trop résumé, donc il a toutes les lignes générales pour qu'on débute, mais il n'est pas trop expliqué non plus. Donc après, il faudra s'approfondir avec d'autres textes. Voilà. Aussi une autre notion de base qu'on va voir dans les textes, c'est que cette notion que l'Ayurveda est un Upaveda, donc qui vient des Vedas, nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc l'Ayurveda, elle va être au service de ce qui est dit par les Vedas. Et une chose qui est dite par les Vedas, c'est qu'on a 4 objectifs à tenir dans la vie. C'est ce que la fameuse mission de vie qu'on va avoir dans notre vie. Donc ça, c'est une notion qui ne vient pas de l'Ayurveda. Il y a beaucoup de personnes qui confondent, ça ne vient pas de l'Ayurveda. C'est décrit dans l'Ayurveda parce que l'Ayurveda fait partie des choses dont on a besoin pour atteindre les 4 buts. Et donc, quels sont ces 4 buts? C'est Dharma, Artha, Sukha et Moksha. Toi, tu connais bien ça. Donc, Dharma, c'est notre mission de vie. Ça peut être aussi interprété comme les règles d'éthique qu'on doit tenir pour être heureux, par exemple, pour être bien, pour vivre en société. Mais c'est très facilement interprété comme notre mission de vie, ce qu'on est venu faire sur Terre. Okay? Donc, chacun de nous, on va voir ces 4 objectifs qui sont atteints pour s'épanouir et pour accomplir son dharma. Okay? Après, on va voir Artha. Artha, c'est tout ce qui est les biens matériaux. Donc, ça nous permet de comprendre que l'Ayurveda, elle n'est pas contre l'argent, qu'on n'a pas besoin d'être un ascète dans une grotte sans rien pour pratiquer de l'Ayurveda. Okay? Les biens matériaux, ils sont là, on en a besoin. L'Ayurveda est faite pour les personnes qui vivent en société. Et on va mettre ces biens matériaux en lien avec notre dharma. C'est-à-dire que je dois avoir autant de richesses dont j'ai besoin pour accomplir mon dharma. Okay? Je ne dois pas avoir ni pas assez, ni de trop. Et dans les biens matériaux, il y a l'argent bien sûr, mais il y a aussi la maison, la voiture, toutes les possessions en fait, les vêtements. Donc il y a toujours des biens matériels dont on a besoin. Et selon le dharma qu'on veut suivre, il y a des biens matériaux qui doivent suivre ou pas. Sukha, c'est les désirs. Okay?
pas forcément, donc le tantra, toutes ces choses-là, ils vont rentrer là-dedans, mais c'est pas que le plaisir sexuel. Okay? Il y a tous les plaisirs de la vie. Manger, c'est un plaisir. Passer du temps avec nos amis, c'est un plaisir. Voyager, ça peut être un plaisir. Voilà. Donc, accomplir nos désirs fait aussi partie des 4 objectifs qu'on a. Et il doit aussi être au service de Dharma. C'est-à-dire que si on est trop dans le plaisir, dans le désir, que du coup ça nous aveugle et ça nous empêche de suivre notre chemin, c'est pas bon non plus. Mais si on se prohibe complètement de faire les choses dont on aime, on est à côté aussi. Okay? Et puis moksha. Moksha, c'est la libération. Donc, quand on va apprendre les 4 purusharthas dans le yoga, on va beaucoup parler de moksha dans la libération des 4 autres, c'est-à-dire la libération complète de l'être incarné. Là, dans l'Ayurveda, on n'est pas tellement dans ça. C'est la libération de comprendre qu'on peut utiliser tous ces objectifs de vie dans notre vie incarnée réelle. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et ça dépend de l'interprétation de chacun. Ça dépend de ce qu'on fait. Donc là, pour l'Ayurveda, je pense que c'est plus censé de le comprendre comme ça. Mais si on aspire, si on a choisi par exemple un dharma où on veut vraiment travailler notre âme pour la prochaine vie ou quelque chose comme ça, peut-être que là, ça prend déjà son sens de travailler un moksha pour se libérer donc de tous les désirs, de tout ça. Mais si on comprend bien l'Ayurveda, en tant qu'être incarné, c'est un peu compliqué de le faire. On a quand même une mission de vie, on a quand même besoin des biens matériels et on a quand même des désirs, même si on essaye de les nier, ils sont là. Donc voilà, ça fait partie. Ok? Et donc là, dans l'interprétation de la Charaka Samhita, il y a une phrase que je ne pense pas que je l'ai mis là. Non, je ne l'ai pas mis là. Mais il y a une phrase qui parle donc des 4 purusharthas, mais qui parle aussi de l'Ayurveda. Elle dit un peu l'objectif de l'Ayurveda et elle parle de 4 purusharthas. C'est écrit en sanskrit. Et donc, quand on essaye d'interpréter ça, ça donne des interprétations différentes. Donc, par exemple, le Vaidya Mateus Macedo, celui avec qui je collabore pour traduire les textes là sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas si vous avez vu, lui interprète ce shloka-là comme si on veut avoir une vie heureuse, donc si on veut avoir une vie pleine, la longue vie, donc ce que l'Ayurveda se propose à faire, on doit suivre les 4 purusharthas. Donc on doit avoir un dharma, avoir des biens matériels, tout ça. L'autre interprétation qui est la plus commune, celle que je vois plus et celle avec laquelle je suis un peu plus ancrée, c'est que l'Ayurveda vient au service des 4 purusharthas. C'est-à-dire que moi j'interprète comme ça, pourquoi? Parce que les 4 purusharthas, ça vient d'avant, c'est déjà dans les Védas. Donc ça, c'est nos 4 objectifs de vie pour les êtres humains. Et donc pour poursuivre son dharma, pour pouvoir avoir les biens matériels, etc., il faut être en bonne santé. Ça, c'est aussi mon interprétation. Et c'est les traductions anglaises et tout ça. Ça dépend. Par exemple, Matteo, il ne comprend pas comme ça. Donc, du coup, comme l'Ayurveda, c'est la science qui se propose à équilibrer les gens dans leur santé physique et mentale pour qu'ils soient heureux. Donc, c'est qu'en étant en bonne santé qu'on peut accomplir notre dharma, etc. Donc, moi, je l'interprète comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on ne s'arrête pas à l'Ayurveda, c'est qu'on cherche tous les jours à s'équilibrer en sachant que la vie, elle est comme ça. Donc, on n'est toujours pas 100% d'une santé parfaite comme ça. La santé parfaite, c'est justement cet équilibre. Et une fois qu'on a un certain équilibre, on peut aller à nos aspirations supérieures. Voilà, ça c'est mon interprétation. Je vous laisse réfléchir sur ça. Et voilà, j'espère que cette première leçon de formation gratuite sur les bases de l'Ayurveda vous a plu. En tout cas, j'ai mis beaucoup d'amour, j'ai mis beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien. J'espère que du coup, vous êtes un petit peu plus au clair sur ce que c'est le dharma et surtout ce que c'est le artha par rapport à votre dharma, ce que sont les biens matériaux par rapport à votre chemin de vie. En tout cas, moi, je fais de tout dans ma vie
depuis que j'ai cette connaissance-là, de l'appliquer de façon à que mes biens matériaux ils soient vraiment un service de mon chemin de vie. Et depuis que je le fais, ça se passe vraiment très très bien pour moi. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et si vous êtes thérapeute et que vous voulez appliquer cette formation après dans votre pratique au quotidien, je vous invite vraiment à essayer de mettre un petit peu le doigt là-dessus avec vos clients aussi. Ok. J'espère que vous avez pris des notes sur un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Laissez vos notes de côté aujourd'hui, laissez l'information se reposer. C'est super important de prendre le temps que l'information elle se pose. Ok, ça c'est dans le domaine du subtil. C'est pour ça que je ne fais pas toute la formation d'un coup. C'est pour ça que je fais des petites, je fais des vidéos plutôt petites à raison d'une fois par semaine pour que du coup vous ayez le temps de prendre toute cette information. Ok, et que l'information et la connaissance elle se posent en vous. Ok. Je vous invite aussi à faire le quiz ayurvédique parce que même si vous savez déjà quelle est votre constitution ayurvédique, le quiz que j'ai fait, que j'ai préparé, il est vraiment très complet. Donc ça peut vous permettre d'aller un peu plus loin. Donc le lien pour faire le quiz ayurvédique, il est dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite vraiment à le faire si vous ne l'avez jamais fait. Ok. Et sur ça, vous laissez les notes de côté pour aujourd'hui. Vous pouvez les relire demain, après-demain et même dans quelques jours avant la deuxième leçon, donc dans une semaine, vous pouvez encore réécouter cette première leçon, cette première vidéo d'ici 2-3 jours, histoire de bien se nourrir parce que si vous voyez les vidéos plusieurs fois, vous allez voir qu'il y a des notions que vous avez prises lors de la première fois et pas forcément de la deuxième. Et donc, il y a des choses qui vont se reproduire, ok, et vous allez comprendre les choses de mieux en mieux. Ok. C'est le grand avantage d'avoir les formations en vidéo. Ok. Je vous invite à mettre vos questions en commentaire. Vos questions, elles sont très, très, très importantes. Pourquoi? Parce que d'un côté, ça va répondre à vos questions, votre questionnement à vous en tant que personne individuelle. Mais le fait de poser vos questions en commentaire, ça va permettre à d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu ce questionnement lors du cours, lors de la leçon, le fait de voir votre question écrite, elles vont dire « Ah oui, mais cette question, elle est super importante. » Donc, il n'y a pas de questions bêtes, ok? N'ayez pas peur de poser des questions. Posez vos questions en commentaire. Je répondrai de façon la plus complète possible, ok? Et lisez aussi les questions des autres personnes, comme ça va vous permettre de nourrir encore plus vos connaissances. Ok. Si vous avez juste des commentaires à dire j'ai aimé la vidéo, j'aurais aimé que ça soit qu'on aborde tel thème, ou si vous avez juste des commentaires comme ça, vous pouvez aussi les mettre. Ok, ils sont aussi bienvenus. Et sur ça, je vous dis à dans une semaine pour la prochaine vidéo. Merci.